Alors bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une question qui est, disons, explosive. Et si une partie des plus grands trésors de la musique que l'on connaît comme étant russe était en réalité ukrainienne? On va décortiquer les arguments d'une source qui affirme que oui, des siècles de musique auraient été, pour faire simple, volés. Voilà, la source que l'on analyse ne fait pas dans la dentelle. Ouvertement volée, les mots sont forts, ça donne tout de suite le ton. D'après elle, il ne s'agirait pas de quelques emprunts par-ci par-là, mais bien d'un système. Alors la question est simple polémique, ou y a-t-il une véritable histoire cachée derrière tout ça? Eh bien, c'est justement ça que l'on va essayer de comprendre. On va plonger dans les preuves que cette source met sur la table. On va vraiment, si on peut dire, ouvrir leur dossier et regarder, pièce par pièce, comment ils construisent leur argumentaire. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, une histoire musicale un peu cachée. Ensuite, on parlera de compositeurs classiques, puis d'une opérette soviétique. On verra aussi les hymnes. Et enfin, on essaiera de voir s'il y a une sorte de schéma qui se dégage de tout ça. Allez, on commence par le contexte. Il faut s'imaginer Saint-Pétersbourg au XVIIe et XVIIIe siècle. La cour impériale, c'est un peu le centre du monde culturel, un véritable aimant qui attire les meilleurs musiciens de tout l'Empire. Et ce que nous dit notre source, c'est que parmi ces talents, un nombre vraiment impressionnant venait d'Ukraine. Et la source emploie un terme fort, elle parle de pillage culturel. L'idée c'est quoi? C'est que des endroits comme l'école de chant de Loukiv en Ukraine, qui étaient de vraies pépinières de talents, fonctionnaient un peu comme des réservoirs pour la chapelle impériale. Les meilleurs étaient repérés et hop, emmenés à Saint-Pétersbourg. Et là-bas, toujours selon la source, leur identité ukrainienne était progressivement effacée au profit d'une identité russe impériale. C'est un peu une fuite des cerveaux, mais une fuite complètement orchestrée. Bon, après la théorie, passons à un cas très concret, avec un nom, Maxime Berezovsky. Pour la Russie, c'est une figure majeure, un des pères fondateurs de sa musique classique, mais pour la source que l'on étudie, c'est un génie ukrainien, et son histoire aurait été complètement réécrite. Et regardez son parcours, c'est vraiment incroyable. Il est né en Ukraine, à Khlouchiv. À 9 ans à peine, il est emmené à Saint-Pétersbourg. Son talent est tellement fou qu'on l'envoie se perfectionner en Italie. Et là, attention, il étudie à l'Académie de Bologne aux côtés de Mozart. Il y compose même un opéra, une première pour un sujet de l'Empire. Mais le point crucial que souligne la source, c'est qu'il ne faut jamais oublier d'où il vient. C'est un compositeur ukrainien au sommet de l'Europe. Et c'est là que les deux versions de l'histoire s'affrontent. D'un côté, le pionnier russe. De l'autre, le virtuose ukrainien. Et puis il y a sa mort, officiellement un suicide. Mais la source soulève un point vraiment troublant. Il a eu droit à un enterrement chrétien. Or, à l'époque, c'était totalement interdit pour les suicider. C'est un détail, mais un détail qui laisse penser que les circonstances de sa mort sont peut-être beaucoup plus mystérieuses. Et là vient l'argument choc de la source. Après sa mort, la quasi-totalité de ses manuscrits aurait été détruits. Son œuvre, qui était profondément ancrée dans la spiritualité ukrainienne, s'évapore. Mais son nom, lui, reste. Et il va être utilisé pour construire les fondations de ce qui deviendra la grande tradition classique russe. Alors on pourrait se dire que ce genre de pratique s'est arrêté avec la chute de l'Empire. Eh bien, d'après notre source, pas du tout. On fait un bond dans le temps, direction l'ère soviétique, avec l'exemple d'une opérette ultra populaire, Noces à Malinovka. Et l'histoire, telle que la source la raconte, est digne d'un film d'espionnage. D'abord, un succès phénoménal à Kharkiv, une opérette d'un certain Oleksiy Ryabov. Le problème, c'est que Ryabov est jugé peu fiable par le régime. Il est donc convoqué à Moscou. Là, on l'aurait forcé à céder son œuvre. L'opérette est ensuite déukrainisée et elle réapparaît avec un nouvel auteur, Boris Alexandrov, pas n'importe qui, le fils du compositeur de l'hymne soviétique. Ok, on a vu la musique classique, l'opérette, mais l'analyse de la source va encore plus loin. Elle touche à quelque chose de plus intime, les chants populaires, les hymnes patriotiques, ceux que tout le monde a en tête. Et là, on a un exemple au symbolisme puissant, la guerre sacrée. C'est le chant qu'a galvanisé l'Union soviétique face à l'invasion nazie. La version officielle, composée en 1941. Mais la source, elle, avance une toute autre histoire. Ce serait une adaptation d'un chant des insurgés ukrainiens, bien plus ancien. La preuve, des mémoires publiées après la guerre qui décrivent cette mélodie bien avant sa création soviétique. Et ce procédé ne se limiterait pas aux œuvres savantes. La source l'identifie aussi dans la musique folklorique. Un chant cosaque ukrainien du XVIIIe siècle devient un chant cosaque russe. Une mélodie ukrainienne de 1719 refait surface avec de nouvelles paroles. La méthode décrite par la source est quasi toujours la même. On garde la musique, on change les paroles et on revendique la paternité. Bon, on a vu plusieurs cas. Mais au fond, pourquoi si important ? Au-delà des questions de droit d'auteur, quel est le véritable enjeu culturel qui se cache derrière cette bataille pour la paternité des œuvres ?
Eh bien voilà, on arrive au cœur de l'argument de la source. S'approprier des œuvres baroques ou classiques, ce n'est pas anodin. C'est une façon de se construire une histoire culturelle plus profonde, plus prestigieuse. C'est en quelque sorte s'inventer des ancêtres pour passer du statut de nouvel arrivant sur la scène européenne à celui de pilier historique. Donc, pour résumer ce que l'on a vu, de la musique de Berezovsky à l'opérette populaire, des hymnes de guerre au chant folklorique, la source dessine un tableau qui se veut cohérent. Chaque cas, selon elle, n'est pas une exception, mais une pièce d'un même puzzle, celui d'une appropriation culturelle systématique. Et on va terminer avec cette interrogation. Savoir qu'une œuvre a une histoire contestée, est-ce que ça change notre façon de l'écouter, de l'apercevoir? C'est toute la question du lien entre l'art, l'identité et le pouvoir de celui qui raconte l'histoire. Une question qui, bien sûr, résonne bien au-delà de la musique.